Le 21 décembre 1984, à Wichita Falls, dans l'État du Texas, aux États-Unis, une femme est retrouvée sans vie dans un appartement verrouillé de l'intérieur. Pas de bruit, pas de témoins, pas de lutte, rien qui ne laisse deviner ce qui s'est passé. La police lance une enquête, mais les heures passent et les questions restent sans réponse. Ce qui semblait être un fait divers banal va bientôt devenir le point de départ d'une longue descente aux enfers. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire glaçante mais vraie du tueur en série, Ferion Wardrip. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Ferion Wardrip naît le 6 mars 1959 à Salem, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis. Premier enfant d'une fratrie de 3, il grandit dans une atmosphère étrange, où les mots sont peu nombreux et les regards encore plus rares. Son père, George Wardrip, est un homme de peu de mots, absorbé par son travail d'ouvrier. Un homme qui rentre à la maison plus fatigué qu'heureux, incapable d'offrir autre chose qu'une présence froide. Sa mère, Diana, est présente physiquement, mais absente par l'esprit, étouffée par la routine d'une vie qu'elle n'a jamais choisie. Il n'y a pas de cris chez les Wardrip, pas de violence ouverte, mais une inertie glacée, une indifférence qui se dépose comme une poussière inaltérable sur le quotidien. Très tôt, Ferion comprend qu'il ne doit pas faire de bruit, qu'il doit se faire petit pour ne pas déranger ce mécanisme familial usé. Il grandit sans geste d'affection, sans mots de réconfort, avec pour unique repère le regard vide de ses parents. À l'école primaire, Ferion est un enfant qui ne se fait pas remarquer. Il est poli, respectueux et effacé. Les enseignants le décrivent comme un élève qui fait le minimum, ni enthousiaste ni problématique. Les autres enfants l'ignorent naturellement. Il n'est pas rejeté, il est simplement invisible. Lorsqu'il observe les autres jouer, il ne ressent rien, ni envie, ni jalousie, juste une distance froide. Avec les années, cette distance devient une habitude, puis une part intégrale de sa personnalité. Aucun club, aucun sport, aucune passion. Ferion ne construit aucune base sociale. Chaque année qui passe creuse un peu plus le fossé entre lui et les autres. À l'adolescence de Ferion, la famille Wardrip déménage à Olney, dans l'État du Texas. Nouvel environnement, nouvel échec. Au lycée d'Olney High School, Ferion reste le même. Un élève moyen, à la limite de la médiocrité. Un élève solitaire et discret. Il ne participe toujours à rien. Il ne noue aucun lien. Il ne semble pas attiré par les autres et les autres ne s'intéressent pas à lui. Il passe dans les couloirs sans qu'on retienne son nom, son visage, sa présence. Dans les classes, il suffit à peine à attirer l'attention quand il parle. Son manque d'engagement, son absence de but deviennent ses seules signatures. Rapidement, il abandonne l'idée de terminer ses études. Avant même d'obtenir son diplôme, Ferion décide de quitter l'école. Sans protestation, sans question, ses parents fidèles à leur habitude ne s'y opposent pas. Juste une acceptation silencieuse d'un nouvel échec. Ce départ du système scolaire ne sera pas un choc pour Ferion. C'est une simple continuité, un pas de plus vers l'effacement. Durant cette période, son regard change. Il devient plus dur, plus vide. Il n'attend plus rien. Il ne souhaite plus rien. Lorsqu'il regarde le monde, il ne voit plus une possibilité de vie, mais un paysage étranger qui ne l'a jamais accepté. Son isolement n'est plus subi, il devient un choix, une identité. Il n'y a pas de colère, pas de révolte, juste un glissement lent, froid, calme. Et dans ce silence intérieur, une faille commence à s'ouvrir. Une faille qu'il ne tentera plus jamais de refermer. Mais le vide laissé par cette enfance s'enracine
ne demandait qu'à être rempli. Et très bientôt, Ferion allait croire trouver une voie, une illusion de destin qui le mènera encore plus loin de tout ce qu'il pourrait le sauver. À 19 ans, Ferion Wardrip se retrouve face à un vide qu'il ne sait pas comment combler. Sans diplôme, sans perspective, il fait le seul choix qui lui semble encore ouvert, l'armée. En 1978, il s'engage dans la garde nationale des États-Unis. Au départ, il y voit une échappatoire, une structure capable de le redéfinir, de lui offrir ce que sa famille et l'école lui ont refusé, une identité. Mais très vite, la désillusion s'installe. Loin d'être un nouvel élan, la vie militaire ne fait que révéler ce qu'il est déjà depuis longtemps, un homme détaché du monde qui l'entoure. Ferion ne s'adapte pas aux règles. Il ne trouve aucune joie dans la fraternité des casernes. Au contraire, chaque ordre, chaque entraînement, chaque journée passée en uniforme le rend plus amer, plus replié. Il multiplie les absences injustifiées, les manquements à la discipline. Il commence à boire. Il ne se rebelle pas ouvertement. Il s'éteint jour après jour, sans bruit. Après 6 années de service chaotique, l'armée se débarrasse de lui. Il est renvoyé avec une décharge moins qu'honorable en 1984. Une décharge qui, comme une marque au fer rouge, scelle son statut d'échec définitif. Libre, mais sans but, Ferion retourne à la vie civile. Et ce qu'il retrouve, ce n'est pas une seconde chance, c'est un monde qui ne l'attendait pas. Il errera de petit boulot en petit boulot, sans jamais s'ancrer nulle part. Il sera employé dans des hôpitaux, concierge, manutentionnaire, aide-soignant occasionnel, toujours dans l'ombre. Personne ne s'intéresse à lui, personne ne voit la faille qui grandit. Ferion s'habitue petit à petit à cette existence grisée. Il s'habitue à recevoir des ordres sans en comprendre le sens, à accepter chaque humiliation muettement. Il vit dans de petits appartements sombres, dépourvus de toute chaleur, passant ses nuits à boire, à errer, à se perdre dans ses pensées de plus en plus noires. En 1983, il essaye de sauver les apparences en épousant Jonah Jackson. 2 enfants naîtront de cette union. Mais l'illusion d'une vie normale ne tiendra pas. Rapidement, l'alcool, les stupéfiants, la faillite personnelle rongeront tout. Les jours de travail se font rares. Les excuses se multiplient. Les violences verbales apparaissent. Et bientôt, Ferion se retrouve seul, divorcé, sans ressources, sans objectif. Dans le regard de ses collègues, dans le miroir des bars où il s'écroule, il ne voit plus qu'une chose, le reflet d'un homme qui n'existe déjà plus. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une dissolution lente. Loin de tout regret, loin de toute peur, une autre idée va commencer à prendre racine. Une idée glacée, qui ne vise pas à sauver ce qu'il reste, mais à détruire ce qui aurait pu exister. Mais lorsqu'un homme perd tout, il ne reste plus qu'une chose à offrir au monde, la destruction. Et pour Ferion, l'heure de passer à l'acte approchait. Et ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Nous sommes maintenant le 21 décembre 1984, à Wichita Falls, dans l'état du Texas. Ce jour-là, la température est fraîche, le ciel est bas. Dans cette ville moyenne du nord du Texas, l'approche des fêtes de fin d'année remplit les rues de décorations timides et de lumières pâles. Mais pour Ferion Wardrip, il n'y a pas de fête, pas d'attente, pas de lumière. Il errera toute la journée dans les quartiers résidentiels, sans but, sans objectif clair, sans autre compagnie que son propre vide. Il est alors âgé de 25 ans. À l'extérieur, il a l'apparence d'un homme ordinaire. À l'intérieur, il n'y a plus que des ruines, depuis des semaines. Il s'enfonce dans une obscurité de plus en plus épaisse. L'alcool, l'échec, le vide rongent ses pensées, jusqu'à ne laisser place qu'à une seule obsession, prendre le contrôle, ne serait-ce qu'une fois. Ce soir-là, sans planification réelle, porté par une impulsion froide, il agit. Sa proie, ce soir-là, s'appelle Terry Sims, une jeune femme de 20 ans, étudiante en infirmerie, pleine de rêves et d'avenir.
Il frappe à sa porte en prétextant avoir besoin d'utiliser le téléphone. Terry lui ouvre innocemment. Elle ne voit pas le danger, pas de regard agressif, pas de signe anormal, juste un homme anonyme parmi tant d'autres. Elle le laisse entrer et pendant qu'elle referme la porte derrière lui, pendant quelques secondes, Ferion hésite. Il pourrait repartir, mais il ne bouge pas. Ce qui le retient, c'est le vide, une absence totale d'émotion, comme si le dernier fil qui le rattachait à ce monde s'était détendu. Alors, il agit. Sans un mot, Ferion se jette sur elle. L'attaque est brutale, désordonnée, empreinte d'une rage longtemps contenue. Il abuse d'elle, puis l'étrangle à main nue. Puis, comme si la violence ne suffisait pas, il la poignarde avec une froideur mécanique. À ce moment-là, il ne ressent ni joie, ni terreur, juste une absence. Après l'attaque, il quitte l'appartement, fermant la porte derrière lui. Le lendemain, ce sera un membre de la famille de Terry qui découvrira la scène. Et la police, devant l'absence d'indices, classera ce meurtre comme un cas isolé. Mais pour Ferion, ce 21 décembre 1984 est une date fondatrice. Ce soir-là, il a découvert une vérité nouvelle. Prendre une vie ne lui a pas apporté la rédemption qu'il cherchait, mais dans cet acte froid, il a ressenti autre chose. Une illusion de puissance. Et il le sait déjà. Il n'en restera pas là. Nous sommes maintenant le 19 janvier 1985, à Wichita Falls. Près d'un mois après le meurtre de Terry Sims. La faim intérieure de Ferion n'a fait que croître. Chaque jour qui passe renforce en lui l'idée que la violence est devenue sa seule manière d'exister. Ce jour-là, le destin place sur son chemin Tony Gibbs, 23 ans. Connu de Ferion pour l'avoir croisé à de multiples reprises lorsqu'ils travaillaient tous les deux au Wichita Falls General Hospital. Ce n'est pas une inconnue, c'est un visage familier. Tony, voyant Ferion errer dans le parking de l'hôpital, fatigué et désorienté, lui propose spontanément de le raccompagner. Un simple acte de bonté, un geste qui, en temps normal, ne mènerait à rien. Mais ce soir-là, ce geste la condamne. Ils prennent la route. Le trajet est court, silencieux. Mais derrière ce silence, Ferion lutte contre une pulsion qui grandit. Au milieu du trajet, sans préavis, il prend le contrôle. Il force Tony à sortir des routes habituelles, à s'enfoncer dans les petits chemins de terre qui entourent Wichita Falls. L'endroit est parfait, isolé, désert. Là, dans l'obscurité, Ferion passe à l'acte. Il abuse d'elle dans une violence froide, calculée, presque mécanique. Pas de mots, pas d'hésitation. Il l'exécute comme un automate. Puis il l'étrangle à main nue. Il ne se précipite pas. Il laisse le corps là, allongé dans le froid de la campagne texane, avant de remonter dans le véhicule et de disparaître dans la nuit. Le 20 janvier 1985, des agriculteurs retrouveront le corps de Tony Gibbs. La découverte est traumatisante. Son corps porte les marques évidentes d'une agression et d'une violence sans nom. Pour la police, aucun élément ne permet encore de faire un lien avec le premier meurtre. Comme des drames déconnectés dans une ville qui s'endort sur sa propre terreur. Mais dans l'esprit de Ferion Wardrip, une nouvelle certitude s'impose. Il peut frapper, disparaître, et personne ne le voit. Personne ne le cherche. Le masque de l'invisibilité est désormais parfaitement ajusté. Nous sommes maintenant le 24 mars 1985, à Fort Worth, au Texas. 3 mois ont passé depuis le meurtre de Tony Gibbs. Pour la police, la ville a retrouvé son calme. Mais pour Ferion Wardrip, le calme est une illusion. Dans l'ombre, il continue à s'éteindre, à s'enfoncer, à se perdre. Ce soir-là, il traîne dans les bars de Fort Worth, sans plan, sans cible. Il boit, il observe, il attend. C'est dans l'un de ces établissements qu'il croise Debra Sue Taylor, 25 ans. Une jeune femme simple, vivante, qui n'imagine pas un instant l'obscurité qu'elle vient de croiser. Ferion l'approche, il tente une conversation, des avances maladroites, alcoolisées, mais Debra reste polie, elle refuse, elle met une distance. Pas d'insulte, pas de violence, juste un refus ferme. Mais pour Ferion, ce refus est une humiliation insupportable. Dans sa tête, il le transforme en une offense qu'il doit corriger. Il la suivra lorsqu'elle quittera le bar.
Debra ne se doute de rien. Elle marche seule vers sa voiture. Dans la nuit, Ferion la rattrape, il la grippe, il la maîtrise et l'entraîne de force loin des regards vers un chantier de construction désert. Là, dans le froid et la poussière, il passe à l'acte. Il abuse d'elle avec une violence calculée, mécanique, sans une trace d'hésitation. Puis, dans la même impitoyable froideur, il l'étrangle longuement, sans remords. Une fois l'acte terminé, il laisse le corps de Debra sur place. Il s'éloigne ensuite, disparaissant dans l'obscurité de la ville. Le lendemain, le corps de Debra est découvert par des ouvriers venus reprendre le travail sur le chantier. La police de Fort Worth démarre une enquête, mais aucun indice réel, aucun témoin et surtout aucun lien officiel avec les affaires de Wichita Falls. Pour les enquêteurs, c'est encore une tragédie solitaire, un drame urbain comme tant d'autres. Mais pour Ferion, ce troisième meurtre est différent. Dans sa tête, il sent que son rituel s'affine, qu'il peut agir où il veut, quand il veut, sans laisser de traces, et cela lui donne un sentiment nouveau. Non pas la joie, non pas l'apaisement, mais une forme de sérénité froide, une certitude terrible, celle qu'il peut tuer impunément. Nous sommes maintenant le 29 septembre 1985, à Wichita Falls, au Texas. 6 mois ont passé depuis le meurtre de Debra Taylor. Pour la police, les souvenirs s'étiolent, mais pour Ferion, l'obsession est toujours là. Ce soir-là, Ferion rôde autour du centre-ville. Il observe, il attend. Il n'a plus besoin de provocation ou d'humiliation pour passer à l'acte. Désormais, c'est une routine, une fonction, une réponse automatique à son vide intérieur. Il croise alors le chemin d'Hélène Blow, 21 ans, une jeune serveuse qui vient de terminer son service. Elle rentre seule, fatiguée, sans méfiance. L'opportunité est parfaite. Ferion ne laisse pas le temps à l'hésitation. Il l'aborde, la maîtrise et la force à monter dans sa voiture. Le trajet qu'il suit est court, mais chaque seconde est une descente irréversible vers l'horreur. Il s'éloigne des lumières et prend la direction des zones rurales. Arrivé à destination, il passe à l'acte. Il abuse d'Hélène avec la même froide mécanique qui désormais caractérise ses crimes. Pas de colère, pas de folie apparente, juste une méthode dépersonnalisée. Puis il l'étrangle longuement, avec une patience terrifiante. Puis une fois son forfait accompli, Ferion abandonne le corps d'Hélène dans un champ isolé, loin des routes fréquentées. Il rentre ensuite chez lui comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, le corps d'Hélène sera découvert par un promeneur. La police s'active, mais encore une fois, aucun lien officiel n'est fait avec les meurtres précédents. Pour les enquêteurs, il ne s'agit que d'une autre affaire, dans une série noire de violences sans visage. Mais pour Ferion, ce nouveau crime ne lui apportera pas plus de satisfaction que les autres, car le vide en lui est insatiable et il commence à le sentir. La fragile illusion de contrôle qu'il pense maîtriser est en train de lui échapper. Nous sommes maintenant le 6 mai 1986, à Wichita Falls. Le printemps a commencé à réchauffer les rues, mais pour Ferion, les saisons n'ont plus de prise. Dans son monde intérieur, il ne reste que la froideur, la désolation et un goût amer d'inachevé. Ce jour-là, il croise par hasard Tina Kimbrough, 21 ans, une jeune femme qui porte en elle la fragilité de ceux qui tentent de repartir de zéro. Ferion l'approche avec son masque d'homme bienveillant, lui propose son aide, et Tina accepte, trop confiante, trop humaine. Elle l'invite à monter chez elle dans son petit appartement. Derrière cette porte fermée, le masque tombe. Ferion redevient ce qu'il est vraiment, sans une seconde d'hésitation. Il se jette sur elle, abuse d'elle froidement, puis sans un mot, il saisit un oreiller et prend le temps d'étouffer toute trace de vie. Lorsque tout est terminé, il ne ressent aucune joie, aucune satisfaction, juste une pesanteur immense qui s'écrase contre lui. Il se lève, referme la porte derrière lui. Il descend les escaliers, il marche jusqu'à sa voiture. Chaque pas est plus lourd que le précédent. Il ne fuit pas, il ne sourit pas, il ne vit pas. Ce jour-là, Ferion comprend qu'il est en train de s'éteindre lui aussi, qu'au fond, ce n'est pas la mort des autres qu'il poursuit, c'est la sienne. Et dans l'ombre de cette réalisation, un combat sourd commence. Un combat qu'il ne pourra pas gagner.
Dans le silence glacial de son propre esprit, une faille commence à se former, insidieuse, irréversible. Et très bientôt, Ferion va commettre l'impensable. Nous sommes maintenant le 9 mai 1986, soit 3 jours après le meurtre de Tina Kimbrough. Ferion ne dort plus, ne mange plus, ne fonctionne plus. Chaque heure qui passe érode un peu plus son fragile équilibre. Il ira jusqu'à Galveston, une petite ville côtière à plusieurs heures de route de là. Là, dans une chambre d'hôtel anonyme, face à l'océan, le vide devient insupportable. Il sait qu'il ne peut plus recommencer. Pour la première fois, Ferion ne fuit pas les conséquences de ses actes. Assis sur le lit, dans une pièce glaciale et muette, il sent le poids de toutes ses actions écraser chaque respiration. Ses mains tremblent légèrement, sa gorge est sèche. Il sait ce qu'il doit faire, mais l'acte est encore plus terrifiant que tout ce qu'il a commis. Il tend la main vers le téléphone et compose le 911. Quand la voix du standard se fait entendre, Ferion ne fait pas de grands discours. Il parle lentement, avec une étrange lucidité, et dit, je cite, « J'ai fait du mal à une femme à Wichita Falls. » Rien d'autre, aucune explication, aucune tentative d'atténuer sa faute. Il demande ensuite qu'on vienne le chercher, avec le ton las d'un homme qui a accepté sa propre fin. Quelques minutes plus tard, des officiers frapperont à la porte de la chambre 112. Ferion ouvre. Il n'essaie pas de fuir, il leur tend les mains, il le menotte et sans résistance, il est conduit au commissariat de Galveston. Pendant l'interrogatoire, il confesse le meurtre de Tina Kimbrough dans les moindres détails. Dans les semaines qui suivent, le procès s'ouvre à Wichita Falls. Ferion plaide coupable, il ne combat pas, il ne négocie pas, il ne montre aucun signe de remords. À l'issue des audiences, le juge prononce le verdict. 35 ans de prison. Pour les autorités, le dossier est clos. Ferion est derrière les barreaux et le Texas peut respirer. Mais dans l'ombre, le passé, lui, n'a pas disparu. Ferion rentre en prison en 1986, condamné à 35 ans. Il sait qu'il ne verra probablement plus le monde extérieur. Mais très vite, la routine carcérale l'anesthésie. Les murs gris, les portes qui claquent, les cris étouffés. Tout devient habitude. Dans l'ombre de ces couloirs froids, Ferion semble fondre dans la masse. Il n'est ni le plus violent, ni le plus remarqué. Il est un prisonnier parmi d'autres, silencieux, effacé, presque oublié. Les années passent, lentes et monotones. Le monde extérieur s'éloigne. Dehors, les saisons changent, les guerres commencent et finissent. Les hommes vont et viennent. Mais pour lui, il n'y a que l'immobile, le suspendu, le froid. Puis, un matin de décembre 1997, la nouvelle tombe, sans fracas, sans émotion. Une simple feuille glissée sous sa porte de cellule. Une décision administrative. Une libération conditionnelle. Après à peine 11 années, pas 35, juste 11, ce jour-là, Ferion sort, un sac plastique en main, pas de famille, pas d'amis, seulement le vent glacé des plaines du Texas pour l'accueillir. Très vite, il s'éloigne de Wichita Falls. Il déménage à Olney, une petite ville perdue à 1 heure de route de là. Il recommence une nouvelle vie. Il se remarie, il s'installe dans un modèle d'humilité. Petite maison, petit emploi, petite ambition. Il s'implique dans la communauté. Il devient même membre actif de sa paroisse locale. Il assiste aux offices, il participe aux événements. Pour tous, il n'est rien de plus qu'un homme discret, travailleur, respectable. À la surface, tout est calme, mais sous cette façade fragile, le passé reste en suspens. Il reste là, tapissé dans l'ombre, prêt à mordre. Pour Ferion, le monde semble l'avoir oublié, mais le sang, lui, ne s'oublie pas. Et dans les profondeurs des archives policières, dans les chambres froides des laboratoires, une goutte d'ADN attend, patiente, prête à écraser son monde factice. À la fin des années 90, la science fait un bond. Ce qui était autrefois un souvenir flou dans les dossiers policiers prend maintenant la forme d'une empreinte.
une signature biologique. À Wichita Falls, une petite unité de police axée sur les cold cases réexamine les dossiers les plus anciens. Les meurtres de Terry Sims, Tony Gibbs, Debra Taylor, Ellen Blow. Des dossiers poussiéreux des victimes oubliées. Mais dans chaque scène de crime, un fragment d'ADN a été conservé, intact. En 1999, les techniciens analysent ces fragments, et lorsqu'ils les comparent, une révélation tombe. Les meurtres sont liés, les mêmes traces, le même profil génétique, un tueur unique, un prédateur qui a frappé plusieurs fois, et qui très probablement marche toujours libre. Pour la première fois, l'hypothèse d'un tueur en série à Wichita Falls prend forme. Une hypothèse qui déterrera bientôt des vérités que beaucoup préféraient oublier. Les policiers ne savent pas qui ils cherchent, pas encore en tout cas, mais ils savent qu'il est là, qu'il vit parmi eux. Alors ils commencent à creuser, à repasser les vieux dossiers, à interroger les anciens témoins. Petit à petit, un nom revient. Un homme à l'historique troublant, Ferion Wardrip, condamné des années plus tôt pour le meurtre de Tina Kimbrough. Une jeune femme étranglée dans des conditions très similaires. Ferion avait avoué à l'époque. Il avait été condamné, puis relâché pour bonne conduite. Son passé s'étend exactement sur la même période que celle des victimes oubliées. Sa présence à Wichita Falls, son mode de vie erratique, sa propension à disparaître pendant des semaines, et surtout cette réputation troublante et sulfureuse que beaucoup ont oubliée, mais qui subsiste, comme un écho trop parfait d'une vie brisée. Les enquêteurs savent qu'ils tiennent une piste, ils savent qu'il faut vérifier, mais ils savent aussi qu'ils n'ont rien de solide, aucune preuve, pas encore. Alors ils mettent en place un plan. Ils doivent absolument obtenir son ADN. C'est leur seule chance de relier l'homme calme d'aujourd'hui au fantôme sanguinaire d'hier. Un matin de décembre 1999, des agents suivent Ferion jusqu'à un petit café local. Il commande un café à emporter, boit quelques gorgées, puis jette le gobelet dans une poubelle. Les policiers attendent, patients. Ils récupèrent le gobelet et l'envoient immédiatement à la police scientifique. Dans les laboratoires, l'analyse est lancée, et quand le résultat tombe, le doute n'est plus possible. L'ADN de Ferion Wardrip correspond parfaitement à celui retrouvé sur les corps de Terry Sims, Tony Gibbs, Debra Taylor et Ellen Blow. Le 6 janvier 1999, à Olney, la police frappe à sa porte. Ferion ouvre. Il ne résiste pas. Pas une question, pas un mot. Comme un homme qui savait, dès le premier jour, que cette heure viendrait. Ferion Wardrip est arrêté. Cette fois-ci, son périple macabre était bel et bien terminé. Après son arrestation, Ferion est conduit devant les enquêteurs. Il ne nie pas, il ne construit pas de mensonges. Au contraire, il parle. Il déroule, froidement, mécaniquement, les détails de ses crimes, un par un, comme s'il les avait classés dans un tiroir secret dans son esprit. Il décrit la nuit où il a poignardé Terry Sims. Il raconte comment il a abusé de Tony Gibbs avant de la tuer. Il évoque Debra Taylor et Ellen Blow. Il détaille les lieux, les armes, les moments avec une précision glaciale, sans une trace de remords, sans une trace d'humanité, comme s'il racontait une simple histoire. Après ses aveux, Ferion est donc inculpé. Le procès s'ouvre en 1999. Il est accusé de 4 meurtres. Le procès n'est pas spectaculaire, il est lourd, silencieux, glacial. Dans la salle d'audience, les familles des victimes écoutent, impuissantes, la litanie de l'horreur. Ferion, lui, reste froid, comme absent de lui-même. Les avocats de la défense n'ont aucun argument. L'ADN parle, ses propres aveux parlent, son passé parle. Après quelques jours de délibération, le verdict tombe. Pour le meurtre de Terry Sims, Ferion Wardrip est condamné à la peine de mort. Pour les meurtres de Tony Gibbs, Debra Taylor et Ellen Blow, il est condamné à 3 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Ainsi, après des années de silence et d'ombre, l'homme qui avait prétendu avoir été réhabilité est définitivement écarté de la société et enfermé là où il n'aurait jamais dû sortir. Au moment où cette vidéo est publiée, Ferion Wardrip est toujours en vie et il est incarcéré dans le couloir de la mort de la prison d'État du Texas. Loin des regards, loin de la vie, un fantôme dans une cellule froide attend que le temps termine ce que la justice a commencé.
Voici donc la terrifiante histoire de Ferion Wardrip, un homme au visage banal, sans histoire apparente, capable de se fondre parfaitement dans la masse, mais qui, dans l'ombre, a semé la mort et la terreur sur le Texas durant plusieurs années. En l'espace de quelques hivers glaciaux, il a broyé la vie de 5 femmes innocentes, laissant derrière lui des familles à jamais dévastées. Son calme et son absence totale de remords en font l'incarnation même de la noirceur de l'âme humaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour rester informé de mes prochaines publications. Tu peux aussi soutenir la chaîne en devenant membre pour avoir accès à des contenus exclusifs. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.